Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h, belle matinée sur Europe 1. Le Parlement doit faire de la France aujourd'hui le premier pays au monde à inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, une façon de protéger le droit à l'avortement. Les 925 parlementaires du pays, sénateurs et députés, se réuniront tout à l'heure au château de Versailles. Mais pour vous, l'IVG est-elle vraiment menacée dans notre pays ? Oui, pour Aurore Bergé, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, était l'invitée de nos confrères de TF1 ce matin. Déjà, il y a toujours des entraves. Quand je me rends dans des centres de planning familial, je me rends compte que malheureusement, ce sont des centres qui sont régulièrement attaqués, qui sont ciblés par des physiquement. militants, des associations. Donc ça veut dire que vous avez des femmes qui se rendent dans des centres et puis qui arrivent avec des graffitis qui les traitent encore aujourd'hui de meurtrières. Donc on a encore ça qui persiste. Quand malheureusement vous regardez sur Internet les sites les mieux référencés, c'est pour ça que je vais voir Google dans les jours prochains, ce sont des sites qui désinforment, qui désincitent, qui entravent le droit des femmes à avoir accès à l'IVG. Donc il y a toujours malheureusement des menaces. Et puis surtout, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard pour agir. Alors l'IVG est-elle encore difficile d'accès dans certaines régions ? Dans quelques minutes, nous serons en ligne avec le gynécologue obstétricien François Oliven. Venez justement témoigner au Standard d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Et Marie-Agnès est avec nous. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Pascal, bravo pour votre prestation l'autre jour. Ah. Voilà, c'est un petit encart. Vous parlez écoutez, moi je suis de votre intervention au Sénat. D'accord. Voilà. C'était à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale. Enfin bref, c'est la même chose, ils sont tous pareils. Donc moi je suis très remontée. Alors moi je suis absolument contre l'inscription. J'ai 76 ans. J'ai vécu tous les combats et tout ce que vous voulez. J'ai vécu ça dans mon entourage. Moi, je suis absolument contre l'inscription dans la Constitution. Je vais vous expliquer pourquoi. Le droit en France n'est absolument pas menacé. C'est pas pour quelques cas ou quelques excités qui sont en train de manifester que l'on va faire ça. D'une part, c'est absolument pas. D'autre part, ce projet de loi, c'est pas menacé. Et c'est un leurre de dire que maintenant ça sera garanti, parce qu'un prochain gouvernement qui décide de changer la Constitution peut très bien enlever cet article. Voilà. D'autre part, je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus. Je pense que c'est un leurre de la part du locataire de l'Élysée. Je ne prononce jamais son nom. Le locataire de l'Élysée, pour détourner de certaines situations beaucoup plus graves en France. Entre autres, je pense que ça aurait été beaucoup plus important de faire la réforme du droit du sol. Et d'autre part, si vous voulez, ça va coûter. Combien ça coûte une réunion comme ça en urgence ? Ça, il a pu faire ça en urgence. Écoutez, donc, moi j'entends, j'entends vos arguments. Je dis toujours la même chose. Au départ, quand ce sujet est arrivé, j'étais globalement comme vous, je ne percevais pas forcément l'intérêt. Je m'aperçois que toutes les jeunes femmes, alors effectivement, c'est peut-être générationnel, et toutes les femmes, ou une immense majorité de femmes que j'ai croisées, ça ne vaut pas sondage, c'est celles que je croise, à RT, à Europe 1, à CNews, dans mon entourage. J'ai entendu, mais toutes parlent de symboles, toutes parlent combien c'est important pour elles, et toutes le réclament. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on peut avoir raison contre tout le monde, Marie-Agnès, mais qu'est-ce qu'on fait Non, mais je vais vous dire aussi une chose. Mais je pense que là, c'est un truc un peu passionnel entre guillemets. Mais pas de ma part. C'est pas très passionnel. C'est pas ça. C'est que ça les rassure. C'est pas passionnel. Moi, j'ai entendu l'autre jour dans un dîner où on était toute une génération. C'est pas la femme qui est intervenue, c'est le mari, et qui a dit que c'était beaucoup mieux que la contraception, parce que la contraception, c'était des produits chimiques. Ce petit, excusez-moi, CON, voilà, est-ce qu'il sait ce que c'est que le traumatisme d'une IVG ? Est-ce qu'il sait ce que c'est ? Oui, mais là, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le sujet qui est des jeunes gens. Qui prennent ça. Vous avez beaucoup de jeunes femmes qui ne veulent pas prendre la pilule et qui vous disent je ferai une IVG. Ce n'est pas une contraception normale. Non, je peux pas. Écoutez, franchement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pensent ça. Je vous assure. Marie-Agnès, vous avez des statistiques ? Et moi non plus. Non, donc, mais si vous voulez, je trouve que c'était pas quelque chose d'essentiel à mettre dans la Constitution. Un peu au doigt mouillé. Oui, d'accord. Je veux bien. Je retire ce que je dis là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes à réformer et à faire que de laisser cette poudre aux yeux pour voilà. Alors, on va marquer une première pause, même si Géraldine, je vois, elle est maugrée. Elle est maugrée. Du verbe maugrer. Elle est maugrée. Bon. Je maugrais. Mais elle est marmotte.
téléphone, mais vous avez le droit de parler. Non, mais je ne vais pas vous couper la parole, ni à notre auditrice, voyons. Bon, on va marquer une pause. Vous savez que je suis allé voir samedi Céline Dion, monsieur Boubouk. Ah, bah c'est très bien ça. Oui. Attendez, vous êtes allé voir Céline Dion? Quoi, je suis allé voir, on avait reçu Vincent. Ah oui, monsieur Vincent Niclot, oui. Et il chantait avec... voilà. Et je vous ai envoyé d'ailleurs une petite vidéo de cette chanson, mais même pas répondu. Si, j'ai répondu. Si, avec quelques heures de retard. Non, à peine. Mais j'étais au salon de l'agriculture. Oui, pardon, oui. Dans quel état, si vous me permettez, mais bon. Vous n'avez rien envoyé à Géraldine, hein? Non, j'ai rien reçu. Alors, cette vidéo. Je vais vous dire. Oui, dites-moi. Vous ennuyez un samedi soir. Je trouvais que c'était indélicat que l'homme avec qui vous travaillez vous envoie à 22h un texto. Je ne voulais pas créer un malaise dans votre famille. Et puis à moi, ça dérange personne. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Quand je suis monté dans les gradins. Oui. Avec mon amoureuse. Oui, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Non. Et qui m'a dit, vous n'êtes pas venu avec votre fils? J'ai dit, mais je n'ai pas de fils. Et il m'a dit, mais si, monsieur Boubouk. Génial. Donc vous êtes considéré aujourd'hui. Yes. Comme mon fils. À moi l'héritage. Yes. Bon, l'héritage, il n'y a pas grand-chose. Franchement, c'est 100 balles. Là, franchement, vous avez vu. Bon, non, mais à moi l'héritage. Tout de suite. Mais non, mais je vous aime. Oui, mais il n'y a pas que l'argent quand même. Hein. Non, il n'y a pas que l'argent. D'ailleurs, enfin, ne dites pas ça à Fabrice, parce que oui, il n'y a que ça qui compte. Mais bon, oui. Bon, Fabrice, oui. Bon. Et j'ai vu aussi un dirigeant d'une autre radio qui vous écoute quasiment tous les matins et qui est très inquiet. Qui ça? Je peux pas dire son nom, mais non, mais il dit ça marche bien. Il le disait avec un peu de regret. Comme s'il nous regrettait? C'est possible. Celui le bonjour. Hein. Je lui ai dit bonjour, mais je suis courtois. Voilà, la courtoisie républicaine. Bon, il est 11h13. Monsieur Tessier est de retour parmi nous. Je vous le rappelle. À tout de suite. Il a un beau crâne. Merci. Bonne matinée avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Comme Europe 1. Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Laurent Tessier. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, doit être inscrit aujourd'hui dans la Constitution. Un vote au château de Versailles cet après-midi pour protéger l'avortement. Quand les droits des femmes sont attaqués dans le monde, la France se lève et se place à l'avant-garde du projet. Déclaration du Premier ministre Gabriel Attal. Et pour la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, les femmes n'ont pas accès à l'IVG au même niveau en France. Écoutez. On a aujourd'hui des disparités parce qu'on n'a pas la même couverture de gynécologues, de sages-femmes. C'est la raison pour laquelle aussi on doit garantir que les sages-femmes, parce que c'était une loi votée par les parlementaires, puissent pratiquer non seulement les IVG médicamenteuses. Vous savez qu'il y a deux types d'IVG, d'IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale. On l'a rendu possible, il faut maintenant le garantir. Et encore une fois, parce que quand vous souhaitez mettre fin à une grossesse qui n'a pas été désirée, il n'y a aucune raison de vous faire attendre. C'est une violence supplémentaire qu'on vous impose. La ministre Aurore Bergé ce matin sur TF1. L'IVG est-elle encore difficile d'accès dans certaines régions? Dans quelques instants, nous serons en ligne avec le gynécologue obstétricien François Oliven et nous attendons vos appels dès maintenant au standard d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21. François Oliven est là, il est gynécologue obstétricien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment sur l'IVG constitutionnalisé? Je trouve que c'est une avancée dans la mesure où ça met à l'abri, en tout cas ça rend très difficile l'interdiction de l'IVG en cas de changement d'une majorité qui deviendrait tout d'un coup une majorité qui est opposée à l'IVG, comme ça pend au nez des Américains dans quelques mois. Par contre, ça ne règle pas le problème de l'accès. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de médecin pour faire les IVG, ce droit des femmes n'est pas totalement garanti. Et c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés en France. C'est pas impossible, mais je donne souvent ce chiffre qui quand même est assez parlant. Il y a à peu près 30% des femmes qui font une IVG qui ne la font pas dans le département où elles habitent. Pourquoi? Donc c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a clause de conscience ou parce qu'il n'y a pas de service? On n'en sait rien. Il y a des endroits où il n'y a pas de centre, il y a des délais d'attente qui sont longs et qui les exposent à se retrouver hors délai, et il y a clause de conscience. Clause de conscience, vous savez la chiffrer sur le... Par exemple, il y a combien de gynécologues obstétriciens en France? Alors, je ne connais pas ce chiffre. Ce que je sais, c'est qu'il y a environ 3% des gynécologues obstétriciens qui font des IVG régulièrement. Il y a des médecins généralistes et il serait bien qu'il y ait des sages-femmes. Mais le chiffre des objecteurs de conscience, enfin des clauses de conscience, on ne le connaît pas. Et puis, vous savez, il y a des clauses de conscience, on dirait
réelles, voilà, des convictions, je sais pas, religieuses par exemple. Et puis il y a des gens qui ont juste pas envie de les faire. Mais ça, est-ce qu'on sait le nombre de... Non. C'est-à-dire qu'on parle parfois sur des sujets sans avoir vraiment... la clause de conscience, par exemple, ça a agité beaucoup. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gynécologues qui ne souhaitent pas avorter. J'y vois presque... qui doivent pratiquer un avortement, plus exactement. J'y vois presque une contradiction dans le métier ou la vocation du médecin. Bon, moi, c'est plus mon activité principale. Je fais plutôt de la stérilité. J'en ai fait, mais j'ai des souvenirs déjà il y a 20 ans que dans le groupe des internes où on était, il y en avait qui refusaient de les faire. Alors, ça peut être un refus pour des raisons, je vous disais tout à l'heure, vraiment philosophiques, mais ça peut être aussi parce que c'est pas l'activité la plus sympa de l'obstétrique. Donc, forcément, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de s'embêter avec ça. Et c'est pour ça que je crois que ce qui est important, c'est les endroits où on a pu sanctuariser des services qui sont dévolus à l'interruption de grossesse. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un médecin qui ferait que ça, mais c'est une sorte de garantie qu'il n'y a pas de problème tant qu'il est là. Mais moi, je trouve, j'avais fait une tribune il y a quelques années dans Le Monde, je trouve que quand il y a un hôpital qui fait des IVG, l'hôpital ne devrait pas recruter un médecin qui s'oppose à l'IVG, il faut qu'il aille travailler ailleurs. Maintenant, voilà. Il y a une forme de logique, effectivement, mais là, ça va contre la clause de conscience. Ce que vous dites, la clause de conscience, faudrait définir d'ailleurs. Par définition, il est obligé de répondre lorsqu'il est engagé, ce médecin, par un hôpital. Non, c'est pas forcément demandé, mais moi, je pense que ça va pas à l'opposé de la clause de conscience. Vous avez un hôpital lambda qui a un service d'IVG. Il y a un nouveau médecin qui se présente. Bonjour monsieur, vous voulez travailler ici? C'est quoi votre attitude par rapport à l'IVG? Moi, je suis contre. Et au revoir monsieur, allez travailler ailleurs. Allez travailler dans un centre où il n'y a pas d'IVG. Installez-vous dans une clinique pour faire des accouchements et pas faire d'IVG. Bien sûr, il y a une forme de bon sens à ce que vous dites. On ne s'oppose pas à son métier, en fait. J'ai été surpris, monsieur Oliven, je sais pas, alors, j'ai pas de sondage, bien évidemment, mais j'ai été surpris par ce débat, parce qu'effectivement, au départ, il y a 1 mois ou 2 mois, lorsque le débat est arrivé dans l'actualité, je percevais pas forcément l'intérêt de constitutionnaliser l'IVG, et pour une raison simple, je ne vois pas, et je ne le vois pas toujours d'ailleurs, l'IVG menacée en France. Bon. Et puis, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes femmes évidemment qui sont dans mon univers professionnel, essentiellement, CNews, Europe 1, et puis les amis de mes enfants parfois, et j'ai été surpris, mais à 90-95%, de jeunes femmes me disant c'est très important, c'est un symbole. Alors même si elles ont conscience que l'IVG aujourd'hui n'est pas menacée, et plus tard, elles imaginent qu'elles puissent être en danger avec pourquoi pas un avenir. Donc je voulais savoir là-dessus, est-ce que vous avez constaté la même chose? Je pense que vous avez entendu, je pense comme moi, que c'est aussi cette raison-là qui a amené un certain nombre de sénateurs à virer de bord. Ils avaient la guerre familiale. Mais oui, mais ce que je comprends d'ailleurs, moi-même, je l'ai vécu, donc ça, j'entends ça. Mais regardez par exemple un pays comme la Pologne, l'IVG a été interdite quasiment du jour au lendemain. Je pense que si Trump est élu aux USA, l'IVG sera probablement interdite aux États-Unis. Il était autorisé en Pologne? Il était autorisé? Il était autorisé, il a été... Légalisé? Il était légalisé? Il était légalisé, il a été légalisé dans un régime plus démocratique, plus libéral. Et puis ensuite, il a été, non pas interdit, mais considérablement restreint. Donc c'est pas ça, mais je dirais à l'opposé, pour bien comprendre la problématique du problème des médecins en Italie, alors que on s'attendait à ce que Giorgia Meloni interdise l'IVG, puisqu'elle est d'extrême droite, elle ne l'a pas interdit. D'ailleurs, dans la campagne, elle avait dit qu'elle ne l'interdirait pas, mais il y a très peu de médecins qui en font. C'est quasiment devenu impossible. Je crois que le nombre d'IVG, faute de médecins, a été divisé par 4. En Italie. On peut avoir une possibilité, mais si on n'a pas les médecins, on n'a pas les IVG. Bien sûr. C'est 2 pays évidemment qui ont... Ça reste un problème à régler, à mon avis. Ça reste un problème à régler. Bon, ce sont 2 pays évidemment qui ont une grande tradition catholique, et l'Italie et la Pologne, même si la France également a une tradition catholique très très importante. Marie-Agnès qui écoute notre débat, qui elle ne voit pas... je trouve que vos arguments sont un peu spécieux, Marie-Agnès. Parce que l'argument de dire qu'il y a des choses plus importantes, par exemple, je trouve que c'est un argument souvent
que je balaye. Je vous dis que pour moi, il n'y a pas de danger. Mais c'est vrai, il n'y en a pas d'aujourd'hui, mais on est d'accord. Mais à ce moment-là, on vous sort qu'il n'y a pas de gynéco, qu'il n'y a pas de ceci. Mais attendez, est-ce que vous savez, par exemple, en Picardie, combien il faut de temps pour avoir un cardiologue? Il faut 4 mois pour pouvoir avoir une consultation cardiologue. Mais quel est le rapport à chaque fois? Quel est le rapport? Quand on me dit, il n'y a pas suffisamment de centres en France, il y a des choses aussi qui sont... je ne sais pas, et je ne sais pas si c'est... si vous voulez qu'on ne croit pas... c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je sais que c'est quelque chose d'excessivement traumatisant. J'ai l'impression qu'elles prennent ça à la légère en disant, bon, allez, hop. Non, c'est quelque chose de très traumatisant. Mais monsieur Oliven peut peut-être témoigner, vous n'avez pas de gens qui prennent ça à la légère, monsieur Oliven. Et moi, je trouve, si vous voulez, qu'on ne respecte pas la clause de conscience de médecin, je trouve ça, je trouve ça très grave. Voilà. Monsieur Oliven répond. Oui, je réponds. La clause de conscience est intégralement respectée. Il n'y a jamais un médecin qui a été forcé. De toute façon, on ne peut pas forcer un médecin à faire du l'IVG. Je crois, madame, excusez-moi, que les deux problèmes sont différents. Vous avez un problème qui est la constitutionnalisation pour mettre à l'abri d'une potentielle, effectivement très théorique, interdiction de l'IVG ou retour à l'interdiction de l'IVG. Et vous avez un problème d'accès médical, comme vous l'avez en cardiologie, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est deux sujets qui ne sont pas liés. Simplement, moi, j'insiste là-dessus parce que je dis, c'est pas parce que c'est constitutionnel que ça devient facile d'accès. C'est deux problèmes différents. Bon, on marque une pause. Il est 11h26 et je crois qu'on a de toute façon terminé sans doute avec ce sujet, quoique ça a beaucoup de gens qui appellent. Non, ça appelle. Exactement. On va continuer à en parler, bien sûr. Bien sûr. Et attendez. On écoute les auditeurs quand même. Mais, oui, bien sûr. Et puis c'est également un sujet qui peut intéresser les hommes. Oui. Évidemment. Puisque les hommes, ils peuvent être confrontés. Vous, par exemple, vous êtes un jeune homme, monsieur Olivier Guénec, donc vous pouvez être confronté tout d'un coup dans un rapport intime que vous pouvez avoir avec une jeune femme. Si j'en ai un jour, oui, bien sûr, oui, j'espère. Ou au bout de quelques jours, quelques semaines, elle vous dit, voilà, je suis enceinte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous agissez? Ah, ça, c'est mon angoisse. Pour être complètement honnête, c'est mon angoisse. Oui. Non, mais franchement, c'est quelque chose qui me... Vous avez raison de le dire comme ça, avec sincérité et simplement. Moi, je comprends, bien sûr, j'entends ce que vous dites. Il est 11h27, à tout de suite. Et pour réagir, vous composez le 01 80 20 39 21. La page Facebook Pascal Pro et vous existe. Europe 1, Pascal Pro. Pascal Pro et vous, la suite de 11h à 13h sur Europe 1. Et nous sommes avec... On va parler de la suite du programme. Vous avez la parole sur tous les sujets, vous le savez Pascal. Et tiens, nous vous posons cette question: à partir de quel salaire mensuel est-on riche? Oh, et si j'étais riche. Magnifique chanson. Et bien, selon l'Observatoire des inégalités, on est considéré riche en France si l'on gagne 3 860 € net par mois après impôt. Pour une personne seule et sans enfant, ça représente entre 7 et 8% de la population. Pour un couple avec 2 enfants, on monte à 9 650 €. Alors, vous sentez-vous riche? Avez-vous la chance d'avoir ces sommes chaque mois quand on sait qu'un Français sur 2 gagne moins de 2 000 €? Appelez-nous au standard d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21, comme Sylvie qui est avec nous en ligne, Pascal. Il est effectivement 11h33. Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Toujours sur l'interruption volontaire de grossesse, même si on n'a pas remercié Monsieur Oliven, il est parti. Ben oui, mais on dit au revoir quand même aux gens lorsque. Oui, mais Florian Carasoumayan l'a remercié, il l'a appelé, etc. Ne vous inquiétez pas. C'est vous qui allez être remercié. Cher ami, quand même, les gens ils sont pas à notre disposition. Oh, ben pardon, on dit monsieur. Bonjour, on dit au revoir. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Finalement, je vais pas vous adopter. Oh non. Nous sommes donc avec Sylvie. Oui. Vous êtes mitigé. Que veut dire sur l'IVG constitutionnalisé? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi êtes-vous mitigé? Ni pour ni contre. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes, de femmes, qui prennent l'IVG comme moyen de contraception et qui se font avorter à tout bout de champ. Est-ce que vous avez des statistiques? Alors moi, je veux bien qu'on dise des choses, mais d'où vous tenez votre statistique? De pas mal de petites jeunes autour de moi. Bah oui, mais alors des petites jeunes autour de vous, vous parlez d'un sondage. Pardonnez-moi, Sylvie. L'auditeur a toujours raison d'abord. Donc, faut être gentil avec l'auditeur. Mais comprenez que de dire j'ai des petites jeunes, vous avez des petites jeunes, comme vous dites, qui vous disent moi je prends pas la pilule et je pratiquerai l'IVG si je suis enceinte.
Non, alors c'est même un peu plus complexe que ça, puisque j'ai travaillé, je vais pas vous dire où, mais dans un endroit où on recevait donc des personnes avant pour justement pouvoir accéder à l'IVG. Et on a souvent et très souvent les mêmes personnes qui revenaient tous les 3-4 mois pour encore faire une interruption volontaire de grossesse. Donc l'IVG, oui, parce que ça doit être exceptionnel, mais n'oublions pas quand même que l'embryon est un être humain. Non mais bon, donc alors c'est exactement, pour tout vous dire, c'est exactement ce que je pense de ce débat. Ceux qui ont un souci avec la constitutionnalisation de l'IVG ont un petit souci avec l'IVG. Voilà, c'est ce que je remarque depuis 1 mois et demi sur ce débat. À chaque fois, je fais la remarque parce que l'embryon l'embryon est ce que vous avez dit est au cœur d'ailleurs de la discussion, parce que personne ne peut répondre à cette question. Évidemment, personne ne peut répondre sauf comment dire, par conviction. On peut avoir une conviction, par exemple les catholiques, et moi je les comprends. Un catholique, et généralement les religieux, disent tu n'as pas à choisir ta vie, tu n'as pas à choisir ta mort. Alors tu ne choisis évidemment pas comment tu viens au monde, tu peux choisir ta mort. Bon. Et ils considèrent qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse, et c'est Dieu. Et que l'embryon, une fois qu'il est là, c'est pas à nous de décider d'arrêter le processus de vie. Je comprends cette logique. Je comprends cette logique qui est une pure logique religieuse. Maintenant, est-ce que l'embryon est un être humain au sens, je ne sais même pas moi-même donner au sens médical, je ne sais même pas comment dire, comment répondre à cette injonction que vous avez faite. Géraldine, vous voulez dire un mot peut-être ? Non, mais enfin moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on pense que les femmes prennent l'IVG comme un moyen de contraception en fait, et je trouve ça, enfin c'est pas possible de penser ça, que si on met l'IVG dans la Constitution, ça, enfin dans l'esprit d'une femme, se disent je vais avorter, c'est bon, il y a pas de souci, ça sera plus simple pour moi. Donc, Sylvie, qui habite Versailles. J'en ai connu une. Oui, mais Sylvie, mais on a tous connu. Il y a aussi des poissons volants, comme dit l'autre, et c'est pas la majorité de l'espèce. Moi, je suis pas du tout chrétienne ou je crois pas en Dieu, donc tout ça, pour moi, rien à voir. Et vous dites l'embryon est un être humain. À partir d'un certain stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on autorise l'IVG jusqu'à, je sais plus, c'est 16 ou 18 semaines. Non, 14. 14. Mais c'est énorme, 14 semaines, c'est énorme. Donc vous avez un problème avec l'IVG, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez un problème avec la loi. Vous avez déjà un problème avec la loi. De toute façon, j'ai un problème avec la loi, donc oui. L'embryon possède son propre mouvement. L'embryon est un organisme continu et différencié. En ce sens, l'obstacle restant pour le considérer comme un individu peut être celui de son changement permanent. Voilà. Bien sûr, l'embryon, quand on fait une échographie, le cœur bat. Bien sûr qu'on entend oui, forcément. Mais bon, qu'est-ce que vous dites à une femme qui n'aura pas, je sais pas, les moyens d'élever cet enfant ou Alors, pardonnez-moi, j'ai lu une définition, je lui dis prendre un moyen de contraception. Pardonnez-moi, parce que vous voyez, j'ai lu une définition, c'était celle de Jérôme Lejeune, et je l'ai lu sans doute trop vite, parce que cet avis existe, mais il y a un avis contradictoire, et c'est ça le pluralisme. S'appuyant sur les dernières avancées de la biologie, Francis Caplan tord le cou à de nombreuses idées largement répandues. Non, l'embryon n'est pas un être vivant et humain en puissance, puisqu'il dépend de sa mère pour se développer. Voilà. Et après, quand un fœtus est considéré comme une personne, statut de l'embryon, que dit la loi ? Dans le droit dit moderne, le nouveau-né n'acquiert de personnalité juridique qu'à la naissance. Avant celle-ci, il n'est donc pas considéré comme une personne, c'est éventuellement un objet juridique porteur de droits privés ou publics. Bon, c'est un débat passionnant d'ailleurs. Oh là là, monsieur Donavid Revel est là. Bonjour, monsieur le président directeur général. J'allais bien, il nous écoute évidemment, c'est un sujet essentiel. Mais Sylvie qui dit aux femmes de prendre la contraception, oui, mais chaque contraception n'est pas adaptée à toutes les femmes, sachez-le. Mais, Sylvie, pourquoi vous avez un souci avec l'IVG ? Parce que souvent, et bien sûr, il faut respecter l'auditeur, il ne faut pas être en contradiction avec lui de manière systématique. Mais je perçois chez vous quand même une hostilité. Parfois, je vois des auditeurs qui avancent masqués.
Et j'ai un peu le sentiment que vous ne donnez pas vraiment votre point de vue. Il y a quelque chose dans l'IVG. Vous trouvez déjà que 14 semaines, c'est trop long. C'est trop long, oui. Pour moi, c'est trop long. Mais oui, mais ça veut dire quoi, c'est trop long? C'est quoi ce que vous pensez? Il y a déjà les petits bras, enfin, je sais pas. Oui, on sent un peu bouger l'embryon, bien sûr aussi. Voilà, c'est ça. On sent la vie. C'est avant 14 semaines. Moi, je suis pas contre, mais et puis je suis pas contre non plus l'IVG pour médical, mais l'IVG pour se dire crotte, je suis encore enceinte, faut que j'aille prendre la contraception. Vous savez, je vais voir le docteur, je prends un médicament et j'ai plus rien. Non, moi je suis pas d'accord. Mais non, mais c'est pas aujourd'hui en France, on a tous les moyens de contraception à notre portée. Oui, mais chaque moyen de contraception pour chaque femme n'est pas adapté à chaque femme, sachez-le. C'est difficile de trouver un moyen de contraception. Moi, vous savez, j'ai pris une pilule pendant 3 ans. J'ai reçu une lettre de la CPM du Val-de-Marne qui me disait « Cette pilule que vous avez prise pendant 3 ans peut vous donner des méningiomes au cerveau. » J'ai dû passer une IRM pour voir ce qui se passait. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Olivier Guénec, qui vient d'entrer dans ce studio et peut-être nous faire part de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Allez, je prends les messages. Hop, allez, c'est parti. Pour Whitmar, ce n'était pas... Whitmar? Oui, Whitmar. Oui, écoutez, ce sont des pseudos. Oui, j'essaie toujours de trouver à quoi correspond un pseudo. Ah oui, il y a souvent une explication, bien sûr. Whitman, ça pourrait être le célèbre poète américain que vous connaissez. Mais c'est possible, oui, moi je pense d'ailleurs que c'est ça. Mais Whitmar, ça serait... Il s'est peut-être trompé, oui, bien sûr. Allez, Sophie nous écrit, c'est essentiellement un sujet qui concerne les femmes et ce sont trop souvent les hommes qui s'expriment. Et on finit avec Adeline, c'est une très bonne nouvelle, protégeons les femmes. Et de voir Laurent Tessier d'aussi près, ça me fait quelque chose. Oui, mais c'est vrai. Parce que je ne l'ai vu qu'en photo, depuis des mois, et là, de l'avoir en face de moi. Oui. Sympa. Mais vous êtes plus en vrai. Vous aimez Walt Whitman? Walt Whitman? Oui. Non, Walt. C'est son prénom, comme Walt Disney? Oui. C'est un diminutif de Walter, j'imagine? Non, d'accord. Non, d'accord. Un diminutif, Pardon, mais ça aurait pu, un pseudo, oui. Voilà. Et qui est-ce? En plus, c'est vrai, c'est Walter Whitman. Ah, vous voyez? Bien sûr. Yes! C'est Walter. Alors, c'est qui le cerveau du groupe, hein? C'est un des grands poètes américains. Ah d'accord, je savais pas. Oui. Bon, très bien. Bon. Vous lisez les poèmes américains, vous? Dans le texte. pour ne pas perdre, si vous voulez. En VO? Pour ne pas perdre la traduction. Moi, j'adore ça. Pour ne pas perdre, oui. Alors bon, bien sûr, Nabokov en français, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux en américain, n'est-ce pas? Parce que ça me revient. Tu perds. Oui. Il a écrit Feuille d'herbe. Ça me revient. Très beau poème, Feuille d'herbe. Oui, ça me revient comme ça. Feuille d'herbe, c'est le samedi soir entre 22h et... Non, ne dites pas ça. Et minuit, Feuille d'herbe. Mais mes zouzous, c'est pas vrai. Non, allez, écoute, arrêtez. J'ai peur que Feuille d'herbe avec vous, ça fait pas que de la poésie. Moi, je vous le dis. Oh non. Il est 11h43. Et alors, on a terminé avec ce sujet, monsieur Tessier? On a terminé. Bon, donc on va parler des riches maintenant. On va parler d'argent. Les riches. Est-ce que vous considérez comme riche? Non, pas encore. Peut-être un jour. Est-ce que vous considérez comme riche, monsieur Fabrice Lafitte? Non. Vous l'êtes statistiquement. Vous l'êtes. Oui, il est bien au-dessus du seuil. Ne le répétez surtout pas au Trésor public. Non, mais c'est normal, vous avez 60 ans, donc vous gagnez bien votre vie. Et encore, il déclare donc, pas tout. On est considéré riche si on gagne 3 680 € net par mois. Ah oui. Non, alors, après impôt. Après impôt. Il y en a qui sont très riches dans le groupe. Oula. Il est sot. Il est 11h43 tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.